Bonjour David Kella. Bonjour. Vous êtes économiste à l'Université d'Angers, membre du collectif Les Économistes Atterrés et vous venez de publier avec Coralie Delhomme La fin de l'Union Européenne aux éditions Michalon. Vous êtes venu nous en parler sur ce plateau récemment. Alors je voudrais que l'on s'arrête dans cette interview sur un point précis de votre livre, c'est votre analyse de la polarisation industrielle en Europe. Alors vous partez d'un constat simple, depuis 2010, 5 pays ont fait appel à l'aide européenne, Grèce, Irlande, Portugal, Espagne et Chypre. Ces pays ont deux points communs, leur appartenance à la zone euro et leur situation géographique en périphérie. Alors, quelles sont les forces en présence là? Quelles sont les forces en action plutôt? Alors, en fait, les forces dont vous parlez sont ce qu'on a essayé d'expliquer dans le livre, c'est-à-dire les forces de polarisation industrielle. Alors, pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que le lien entre cette polarisation industrielle et la crise de l'euro, je vous propose de commencer à réfléchir sur ce que c'est que l'industrie. C'est une activité tout à fait spécifique. Une activité industrielle, c'est une activité de transformation matérielle. Donc l'aspect matériel est très important. Et de ce fait, l'aspect logistique, lui aussi, devient très important. Parce qu'une entreprise industrielle a besoin de matières premières, de produits semi-finis, et donc d'organiser la production de ces produits semi-finis. Et alors, du coup, ça implique des choses. C'est-à-dire que ça implique que toute activité industrielle a besoin de facteurs de production territoriaux. Territoriaux, ça signifie notamment les infrastructures de transport, logistique, parce qu'on transporte des biens matériels, et puis aussi tout un environnement institutionnel qui est le produit de l'histoire, c'est-à-dire une culture d'industrie, des institutions de type formation qui sont très utiles parce que l'industrie, c'est aussi de l'emploi qualifié. Et puis, comme toute activité économique, elle a aussi besoin de facteurs mobiles. Les facteurs mobiles, c'est le capital, les sources de financement, et le travail, la main-d'œuvre. Donc, ce qu'on constate en fait en Europe, c'est que certains pays sont mieux dotés en infrastructures territoriaux que d'autres. C'est-à-dire qu'ils ont une histoire industrielle. Ils ont, par exemple, on voit qu'en Europe, on a ce qui est très important pour l'industrie, c'est-à-dire principalement les ports. Et les 4 premiers ports européens sont Rotterdam, Anvers, Hambourg et Amsterdam. Et ils sont tous situés au même endroit, c'est-à-dire sur la mer du Nord, dont une côte qui fait 500 km de long. Et les 16 suivants dans la liste des 20 premiers ports européens, ils ont une activité cumulée plus faible en fait, que ces 4 premiers ports. Donc c'est des forces aspirantes plus que centrifuges en fait. C'est-à-dire que du coup, il y a un effet, c'est-à-dire que cette région-là qui est proche de ces ports, de ces infrastructures logistiques, c'est une région qui du coup agglomère, concentre les facteurs de production mobiles, puisque ces facteurs de production mobiles, eux, comme ils sont mobiles, ils vont s'installer là où les revenus des facteurs sont les plus importants. Et donc on a le capital qui va aller s'installer dans cette région d'Europe du Nord, le travail, les ouvriers qualifiés qui auront des emplois mieux rémunérés dans cette région. Et donc on a un autre effet qui est un effet d'agglomération, c'est-à-dire que plus le tissu industriel est dense, plus les facteurs de production territoriaux se développent, et donc plus on renforce cette mécanique de concentration et de polarisation. C'est ça qu'on a voulu démontrer dans le livre. Vous écrivez aussi dans votre livre que ces forces polarisantes n'ont pas toujours été à l'œuvre, et vous dites qu'il y a eu un tournant, un certain 17 février 1986, c'était la signature de l'acte unique. Oui, c'est un tournant très important dans l'histoire de l'Union européenne, puisque l'acte unique, c'est le moment où on va passer du marché commun au marché unique. Et la différence, elle concerne justement ces facteurs de production mobile dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à partir de 1986, on va essayer de construire, de libéraliser et de permettre les mouvements les plus simples possibles des capitaux et de la main-d'œuvre. Et donc, évidemment, ça a entraîné des conséquences, c'est-à-dire qu'auparavant, les facteurs de production mobiles étaient en fait en quelque sorte assignés à résidence, c'est-à-dire qu'ils devaient rester dans leur pays. On avait des politiques industrielles qui favorisaient certains territoires au détriment d'autres. En particulier en France, eh bien, on avait le plan qui en fait avait permis de construire des industries là où au départ elles n'étaient pas très efficaces, c'est-à-dire là où les territoires étaient peu avantagés. Moi je pense notamment à Airbus, qui a été une matrice de l'industrialisation française dans les années 50, enfin 70, 80. Et en fait Airbus s'est installé à Toulouse, c'est-à-dire dans une région qui était peu industrialisée. Et en fait après 86, eh bien, les règles de la concurrence s'imposent aux facteurs de production. Et donc on les libère et donc en fait ils vont s'installer là où les facteurs territoriaux sont déjà les plus importants. Alors pour quels effets sur l'industrie? Qu'est-ce qu'on voit un peu plus de 30 ans plus tard? Alors ce marché unique, il s'est construit progressivement. Il s'est construit à partir de 86, mais en fait la construction a été assez longue. Oui. On a la libéralisation des mouvements de personnes, c'est Schengen, c'est la directive travailleurs détachés qui date de 96, et puis on a la libération des mouvements de capitaux qui vont jusqu'à la constitution de l'euro en 1999.
Et donc justement, je vous ai apporté une carte qui montre, Elle s'affiche, oui. qui montre comment est-ce que, quels ont été les effets depuis 2000 sur l'activité industrielle. Et on voit dans cette carte, on mesure l'activité industrielle par l'emploi industriel, et on voit très bien les effets de polarisation. C'est-à-dire que les pays qui ont le plus perdu en emploi industriel sont justement les pays de la périphérie, en particulier les pays d'Europe de l'Ouest. Et donc on a au contraire des pays qui ont gagné ou qui ont moins perdu via les effets de la hausse de la productivité en emploi industriel, qui sont les pays du cœur. Et si l'on regarde l'évolution de l'endettement, est-ce qu'on peut dire que, là encore, les forces de polarisation sont à l'œuvre? Alors oui, tout à fait. On a un peu le même problème pour l'endettement. Alors c'est d'ailleurs la cause de la crise de la zone euro. Donc nous, on s'est interrogé dans le livre sur quelles sont la véritable origine de l'endettement des pays d'Europe du Sud. Et donc pour ça, je vous ai amené une deuxième carte. Elle s'affiche là encore. Et cette deuxième carte, elle montre, juste avant la crise de la zone euro, la crise de 2008, en fait, l'évolution des balances courantes. Alors, les balances courantes mesurent en fait l'augmentation de la dette de certains pays. C'est-à-dire que les pays déficitaires sont des pays qui ont des besoins de financement et les pays excédentaires sont les pays qui ont au contraire des capacités de financement. Et donc on peut juxtaposer les deux cartes et vérifier que les pays du cœur qui ont l'industrie qui s'est développée sont des pays créanciers, comme l'Allemagne en particulier, et notamment très créanciers au moment de la crise de la zone euro. Alors que les pays qui se sont désindustrialisés très rapidement, eux, ils voient au contraire leur endettement augmenter. Alors, comment ça se fait? Alors, pour le comprendre, eh bien, il faut comprendre que ce qui est au cœur des transactions commerciales aujourd'hui, c'est les biens, c'est la balance des biens qui représente 75% de la balance commerciale. Et donc, les pays qui ont une forte industrie sont les pays qui exportent le plus et donc qui acquièrent une capacité créancière importante. Alors que les pays qui se voient leur industrie périclitée, eux, sont condamnés à l'endettement. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est que la crise de la zone euro, en fait, c'est une crise de la dette, mais cette crise de la dette est elle-même le produit d'une désindustrialisation qui est elle-même la conséquence du marché unique. On peut donc parler de spirale, ce qui nous emmène à la conclusion. Vous dites que si cette spirale n'est pas enrayée, cette spirale de polarisation, c'est en raison, et je vous cite, de l'idéologie post-industrialiste. Expliquez-nous cela. Oui, alors c'est vrai qu'on a constaté, enfin quand les économistes, les historiens ont constaté qu'à partir des années 70, et notamment le choc pétrolier, eh bien la part de l'industrie dans l'activité économique a considérablement baissé. Alors c'est le vrai de tous les pays, y compris d'ailleurs de l'Allemagne. Baisse dans le PIB et aussi baisse dans l'emploi. Aujourd'hui, la part industrielle dans le PIB français, c'est 12%, c'est tout petit. Et du coup, on a considéré que dans ce cas-là, on arrivait dans une société post-industrielle. Et alors, ça a été renforcé, cette idée a été renforcée dans les années 90 avec la mondialisation, où on a en plus dit, ben voilà, en plus avec l'émergence de nouveaux pays industrialisés, on va construire une division internationale du travail qui va en fait entraîner une spécialisation des pays européens dans l'économie de la connaissance. Mais le problème, c'est qu'on voit ici aujourd'hui la revanche de l'industrie en quelque sorte, puisque en fait les pays qui se sont désindustrialisés ont perdu aussi leur capacité d'innovation. Puisque en fait, ce qu'on constate, c'est que les effets territoriaux, les facteurs territoriaux dont j'ai parlé tout à l'heure, ils permettent d'avantager l'industrie, mais l'industrie elle-même est un facteur territorial et elle attire à elle toute l'innovation. Et c'est ce qu'on appelle les effets de cluster, où par exemple dans la Silicon Valley, on a l'industrie qui est complémentaire avec la recherche, complémentaire avec la formation. Et le problème, c'est que quand on perd l'industrie, eh bien, on perd la capacité de faire de la recherche appliquée. Et puis, on n'a pas non plus d'emploi pour les personnes qu'on forme. Et du coup, en fait, on voit disparaître aussi progressivement les capacités d'innovation. Et donc l'idéologie post-industrielle, enfin cette idéologie dont j'ai parlé, c'est en fait une idéologie qui finit par appauvrir considérablement les pays. Merci beaucoup David Kella pour cette démonstration sur les forces de polarisation qui sont à l'œuvre en Europe. Et puis pour ceux qui veulent aller plus loin, je renvoie à votre livre « La fin de l'Union européenne » aux éditions Michalon. Merci beaucoup. Merci.